Donc bienvenue au 5e webinaire de l'ARIC. Donc on a démarré un cycle sur la préparation des élections municipales. Et donc on a notre 5e webinaire. Donc aujourd'hui le thème du webinaire, on est au mois de novembre, hein, les élections approchent, c'est mars 2020. Et donc le sujet c'est écrire son programme électoral, sa feuille de route. Donc vous le savez tous, que ce programme, c'est un élément essentiel de la campagne. Il ne doit pas être improvisé, on ne doit pas non plus raconter n'importe quoi. C'est un moment privilégié pour les habitants aussi, qui vont pouvoir s'exprimer, pour les élus qui sont à l'écoute. Voilà. Donc on a invité Armelle Tréguet, qui est adjoint au maire de Pompéan, en Ille-et-Vilaine, qui ne se représente pas, mais qui a une expérience de plusieurs mandats. Il se présentera tout de suite, hein, une expérience de plusieurs mandats d'élus, donc il se présentera. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout juridique. On est vraiment sur, on va s'appuyer sur l'expérience d'Armelle Tréguet. Donc il a un certain nombre de campagnes à son actif. Donc je vais le laisser s'exprimer. Voilà. Donc nous on avait quand on avait fait ça. Réfléchi à qu'est-ce que c'est qu'un programme. Donc, on a plein d'exemples de programmes. Ils sont en cours, ces programmes-là. En faisant des recherches, j'ai trouvé quelques éléments intéressants. On a notamment, alors c'est un peu anecdotique, mais on a par exemple à Marseille un site qui va se composer de comparer les programmes. Donc, ça s'appelle mm2020.fr. Donc, j'invite à aller le voir. Il est presque en marche, c'est-à-dire qu'ils invitent les habitants de Marseille à donner leur avis et puis de comparer après les programmes qui vont sortir. Donc ça, c'est pour une grande ville, mais c'est intéressant. Un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on est dans une période où on a beaucoup de propositions. Donc là, c'était plutôt l'anecdote. Hein. On a par exemple la Stade qui nous propose de faire son programme électoral en ligne. Donc à partir de centaines d'idées concrètes, vous pouvez construire votre programme. Donc on est dans l'ère du 2.0, du 3.0. Voilà. Bon, on a ça aussi qui existe. Bon, c'est pas ça que va nous proposer Armelle, hein, je pense, de piocher dans un programme qui existe. Et puis le programme, nous on considère à l'ARIC aussi qu'il faut le réfléchir à long terme. C'est-à-dire que c'est un programme qui va électoral qui va fonctionner et qui va être votre feuille de route pendant 6 ans. Et donc, on a des expériences aussi de collectivités qui ont pris appui sur ce programme-là pour en faire un observatoire des engagements, par exemple, municipaux. C'est-à-dire qu'on a une évaluation de la feuille de route et du programme municipal pendant les 6 ans. Et donc, on a un observatoire des engagements municipaux, par exemple, qui fonctionne sur la ville de Dinan. Alors, ça existe dans plein d'autres villes. Et c'est intéressant parce qu'ils ont fait un site internet avec un certain nombre de choses, des thématiques. Alors, il y a le logement, il y a le mobilité transport dans le livre, vous irez voir sur le site, voilà, avec un pourcentage de réalisation, un pourcentage d'encours et un pourcentage de à venir. Voilà. Donc c'est en lien entre le document que vous allez faire aujourd'hui et puis le déroulement du mandat. Donc je vous rappelle les règles, je pense qu'il y a encore des gens qui sont arrivés. Donc le règle, avant de donner la parole à Armelle Tréguet, c'est qu'il faut éteindre votre micro, éteindre votre caméra. Vous allez pouvoir intervenir avec le système de chat qui est en bas. Donc le système de chat, alors est-ce que vous m'entendez? Moi je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, il faut me le dire. Donc il y a un petit système de chat en bas. Voilà. Donc les gens ont l'air de dire que ça fonctionne. Réception parfaite. Donc son pas terrible. Bon voilà, ok. Alors j'espère que là ça fonctionne pour vous. Donc si il n'y avait pas de son pour vous, il faut activer le son sur votre ordinateur. Donc je vais je vais laisser la parole à Armelle Tréguet, donc qui est adjoint au maire de Pompéan et qui va démarrer l'intervention
Voilà, je te laisse la parole, je vous laisse la parole, Armel. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, donc élus ou futurs élus, j'espère. Voilà, alors mon intervention s'inscrit dans le cadre d'un témoignage. Je tiens à le signaler d'emblée. Et donc, ce n'est pas un message, j'espère, je ne suis ni expert en communication, ni en ressources humaines. Voilà, donc créer un programme électoral, tout un programme évidemment. Alors, au tout départ, nous souhaitions vous faire part d'un sondage qui a été fait et qui avait pour but de mettre en avant ce qu'attendent les électeurs. Alors, la qualité essentielle d'un candidat au regard des électeurs, c'est l'écoute des habitants. Alors ça, il faut insister, je pense, beaucoup là-dessus. Une équipe ne doit pas travailler dans son coin et participer à un travail de laboratoire, de mise en expérimentation. C'est un travail de terrain avant tout. Donc il s'inscrit dans le cadre d'un travail important auprès des électeurs. La deuxième qualité qui était attendue concerne la prise en compte des propositions des habitants. Alors, le programme ne se fait pas selon le bon vouloir des élus, de ceux qui prétendent l'être. Un programme s'établit en fonction du bon vouloir des électeurs qui font état de leurs attentes et qui doivent se reconnaître dans les lignes du programme qui seront affichées. Et bien sûr, dans le sens de l'intérêt général. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui revient très souvent. Alors, il y a une forte propension quand même des citoyens à donner leur avis. 55% des gens qui ont été interrogés souhaitent participer de façon temporaire et 28% de façon certaine, de façon assez impliquante. Donc ça, c'est intéressant aussi à noter. Donc, lorsqu'on fait du porte-à-porte, par exemple, nous l'avons fait sur la commune de Pont-Béant déjà, nous sommes très bien accueillis. Nous sommes très bien accueillis. Les gens ont envie de parler de leur vécu, de leurs attentes, et ils ne sont pas, comment dire, réticents à ce type de contact. Ils aiment parfois dire ce qui pourrait être amélioré, parfois ce qui ne marche pas. Donc c'est un travail très important et qui doit être pris en compte dans l'établissement d'un programme. Alors, quant aux personnes qu'ils souhaitent voir sur une liste, donc ce qui revient de façon évidente, c'est que ce doit être une personnalité issue de la société civile, plus qu'une personne appartenant à un parti politique. Alors, c'est vrai que dans les communes de moyenne dimension ou de petite dimension, c'est plutôt la personne qui est prise en compte, l'équipe qui est prise en compte, le programme, plutôt que l'affichage politique. Voilà. Alors, quant à avoir dans une liste une personne expérimentée ou une personne peu expérimentée, le choix n'est pas très évident. C'est du 50% pour la volonté de trouver une personne politique expérimentée ou 45% pour une personne moins expérimentée. Voilà. Donc, alors, les critères qui déterminent le vote aux élections municipales. On revient sur l'idée de projet. Voilà. Se lancer dans une telle entreprise, ce n'est pas comme ça une lubie. Il faut avoir un projet qui s'appuie sur des valeurs communes et se mettre dans la place de quelqu'un qui veut faire avancer les choses, qui a un projet de développement, qui veut construire des actions nouvelles ou améliorer des actions existantes. Donc là, on voit 63% des personnes mettre ce critère en premier. Le deuxième critère qui est pris en compte, c'est le profil des candidats. Les troisièmes, bon, le parti politique. Donc Armel, donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de projet, de programme. Donc c'est ça le plus important. C'est voilà. Ça que vous voulez dire. Après, on a dit qu'aujourd'hui, on ne reviendrait pas un peu sur la composition des listes. On parlait bien du projet. Mais c'était intéressant de présenter ce sondage là, fait par Opinion Noël ils en font régulièrement. Hein, là, ils ont refait en septembre, ils ont refait en juin. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir. Il y a un dernier critère, Jérôme, important quand même, c'est la volonté de voir plus de femmes dans les équipes municipales. Voilà. Alors, ça, c'est important. Et dans l'établissement des listes, il faut bien rendre compte que chacune soit représentée. Voilà.
On va revenir sur l'histoire du programme, Armel. Je vous propose de reprendre un peu le. Donc ça, c'était de reprendre un peu le. Oui. Alors, comment est-ce qu'on va bâtir un programme? D'abord, il faut avoir une ambition pour son territoire. Et une ambition qui ne soit pas de courte vue, c'est une ambition à vue moyenne, à long terme ou à moyen terme, pardon. Alors, comment voyez-vous votre commune dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Il faut se projeter. Voilà. Comment voyez-vous l'évolution de la population? Est-ce qu'elle sera stable? Est-ce qu'elle risque d'augmenter? Quelles sont les infrastructures qui devront être améliorées, qui devront être refaites? Dans quel délai? Et surtout, pourquoi, comment et selon quel rythme? Parce qu'il y a toujours cette nécessité de rythme budgétaire, de faire en sorte que les projets s'inscrivent dans le temps et dans des considérations budgétaires supportables. Alors, il faut s'approprier des projets cohérents et à ce titre-là, il faut sans doute que les membres de la liste partagent toutes ces lignes de programme et puissent en parler, en discuter et partager. Alors, il est évident que pour défendre un programme, il faut le croire et il faut s'inscrire dans les valeurs qui sont affichées. Alors, un projet, il répond quand même à plusieurs nécessités. D'abord, c'est un projet qui doit être en partie intercommunal, puisque selon la loi NOTRe, la place donnée aux intercommunalités au regard de leurs compétences s'est accrue. Donc il faut y penser. On ne peut pas faire tout seul, il y a des choses qu'on ne peut même pas faire seul dans les communes. La mutualisation des ressources permet d'envisager parfois des projets un peu plus ambitieux dans un cadre intercommunal. Le projet doit être pluriannuel, donc dessiner un projet qui s'inscrit sur le mandat au moins, et qui soit chiffré, on le verra après. Donc la prospective est indispensable. Et évidemment, prouver aux électeurs qu'il est réalisable et qu'il ne répond pas à une utopie début. Dans les points que vous aviez, là, il y en a un que. Il y avait la question de la construction des propositions avec les habitants. Oui. Il y avait ça dans les trois. Il y avait l'ambition pour la commune de 5, 10, 15 ans. Il y avait lié le projet communal avec un territoire plus vaste. Oui. Et l'histoire de ne pas promettre la lune dans les investissements. Et puis, le dernier point que vous allez un peu développer, c'est la co-construction des propositions avec les habitants. Voilà. Alors, ne pas y rester isolé, je le disais en préambule, faire en sorte qu'il y ait sans arrêt des allers-retours entre les réunions et le travail de terrain, de concertation. Alors, on parle beaucoup maintenant de démocratie participative, de programmes participatifs, même de programmes alternatifs. Donc là, il faut donner la parole. Alors, pour qu'il y ait du sens dans cette action, il faut, bien sûr, enregistrer et rendre compte au niveau de l'équipe, parce que tout le monde ne pourra pas consulter tout le monde. Il faut sans arrêt un retour de façon à ce que le programme qui va être écrit s'inspire de ce qu'on a entendu. Alors, ça passe par des réunions de quartier, ça passe par le porte-à-porte. Lors du mandat précédent, nous avions fait des cafés citoyens, où les gens pourront intervenir dans d'autres sphères que la sphère administrative, dans laquelle ils ne sont pas forcément à l'aise. Donc, les rencontrer sur des lieux de vie. Et voilà, donc bien sûr, rencontre avec les habitants de façon plus virtuelle, dans le cadre des blogs, dans le cadre du web, dans le cadre des échanges de mails. Donc, ne pas se priver de tous ces moyens dont on dispose maintenant pour être en ligne directe. Voilà. Donc, c'est pour ça que le projet doit être personnalisé et personnifié. C'est bien que lorsqu'on bâtit une équipe, il y a deux méthodes. Celle qui part d'un individu qui a des prétentions louables en termes électoraux, ou soit à partir d'une équipe qui va travailler dans un premier temps sur des aspirations, sur des points de vue, sur des valeurs, et qui, au fil du temps, va dégager une équipe plutôt engagée et même une tête de liste. Voilà. Donc, nous étions partis de ce deuxième scénario dans les élections passées. Voilà, donc c'est notre point de vue de Pampéan en ce qui concerne la liste qui est en place. Voilà.
Alors, il est évident que lorsque on a trouvé Oui, arrête, papa, reste un peu. autour de laquelle la Tu fous là, quoi. Oh là là. scène musicale, on Allez, va travailler, c'est là, on quoi. va communiquer, on va pouvoir organiser des réunions. Alors ces réunions-là, il faut qu'elles soient planifiées au cours du temps, de façon à ce qu'on sache ce qu'on va faire et qui fait quoi surtout. Et de façon à ce qu'on puisse avoir une méthode qui soit logique et cohérente dans le temps et qui s'inscrive dans le calendrier électoral. Voilà. Donc, il est évident qu'il faut partir d'un diagnostic. Alors, le diagnostic, dans un premier temps, il peut être établi par les élus en place, qui connaissent peut-être un peu mieux les tenants et les aboutissants locaux. Mais après, il faut passer le relais assez vite parce qu'il ne faudrait pas que les nouveaux pensent que tout est écrit, que tout est inscrit dans le marbre. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont leur rôle à jouer également. Donc là, attention de ne pas phagocyter la parole et le fonctionnement. Alors, bien sûr, connaître sa commune, plusieurs moyens existent, tous les moyens à disposition, en direct ou indirect. Partir des documents locaux, les comptes rendus de conseil, tout ce qui a été écrit sur le plan d'aménagement du gouvernement durable, en amont du PLU, et même en amont de tout ça, tout ce qui concerne le SCOT, parce que ces éléments-là sont en interaction. Donc là, on a un tas d'outils. On a aussi, par exemple, les prospectives budgétaires qui ont été faites. Donc, s'inspirer de l'existant pour se projeter dans l'avenir. Donc, bien identifier les atouts et faiblesses de la commune, qui vont être autant d'angles d'attaque pour notre impact. Donc après, on construit sur les mesures, mais on l'adapte, on l'amende, on fait en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que globalement, il fasse en sorte que chacun s'y reconnaisse. Alors, il est évident que pour se faire connaître, je parlais tout à l'heure des contacts directs, mais aussi il faut une visibilité permanente. Alors, on va faire usage d'échanges de mails, on va faire usage peut-être de contacts téléphoniques, si certains veulent laisser leur numéro téléphonique, mais à condition que l'on soit clair sur le discours que l'on va donner, qui est une concordance, une homogénéité du discours. Voilà, qui soit un discours qui est axé sur l'intérêt général, voilà, et sur les lignes porteuses du programme. Donc, ne pas oublier forcément les relations avec les médias, au fur et à mesure que le travail se déroule. Alors là, on a repris, là, je suis reparti du tableau que vous aviez fait, Oui. des étapes de réalisation du programme. Donc vous avez parlé de constituer la liste, de faire la communication. Et vous, quand vous avez lancé, là, vous avez lancé un exemple de démarche. Vous avez parlé de ça, l'histoire des ateliers à thème, le commun de travail, etc. Est-ce que vous pouvez vous en dire plus ou là-dessus? Alors, prenons ça pour exemple seulement, hein, c'est un exemple général. Toutes les communes ont une histoire, ont leur façon de fonctionner, hein, et forcément toutes les méthodes ne sont pas extrapolables sur les communes de France et de Navarre. Donc, bien s'imprégner du territoire. En ce qui nous concerne, donc nous avions un projet à partir d'un groupe restreint qui voulait s'impliquer, qui était intéressé par le développement local et surtout par les projets locaux. C'était ça l'idée, faire avancer les choses, se rendre utile pour améliorer le fonctionnement au niveau de la commune. Ensuite, donc, les premières réunions ont été organisées, qui avaient pour mission de travailler sur la méthode de communication et de travail. Voilà, comment est-ce que nous allons communiquer et comment est-ce que nous allons faire travailler les gens ensemble. Donc là, c'était bien sûr en comité plus restreint. La deuxième réunion, il s'agissait d'ouvrir, de faire en sorte que l'on puisse présenter les motivations. Qu'est-ce qui faisait que chacun d'entre nous engagions dans une telle entreprise. Et donc chacun se présentait et chacun pouvait, comment dire, parler de son vécu. Mais très vite, il fallait forcément donner la parole aux nouveaux, donc qui s'étaient
fait connaître suite à un appel à participation par voie de presse. Et donc, en fin de réunion, forcément, le tour de table pour répondre à la question qui veut s'impliquer, qui veut faire quoi. Alors, il ne faut pas faire peur aux gens. L'implication, elle peut être de dimensions variables, allant de quelques réunions, allant de participation, comment dire, sommaire, hein, jusqu'à une implication beaucoup plus importante selon les disponibilités, selon la motivation et la volonté de chacun. La troisième réunion qui a eu lieu, là, c'était une réunion qui portait sur des thèmes précis. On a fait travailler les gens par groupe de 8, 10, sur des thèmes classiques hein, que chacun connaît dans sa commune, l'urbanisme, le développement durable, la culture, les sports, loisirs, la solidarité, les services municipaux. Et aussi, lors de cette réunion-là, on a commencé à parler forcément de la mise en place d'un comité de soutien. Voilà. C'est important d'avoir des relais comme ça de personnes qui ne vont pas s'inscrire dans une liste, mais qui sont sympathisants et qui croient dans les programmes, dans les lignes de programme, dans les valeurs que nous souhaitons partager. Donc là aussi, nous avons communiqué à la presse suite à cette réunion-là. Voilà. Alors, nous sommes actuellement à la recherche de témoignages de personnes qui sont, entre guillemets, influentes, qui pourraient témoigner dans le sens de ce que nous voulons faire. Alors, la quatrième réunion, c'est une mise en commun du travail en atelier, parce que forcément, chacun a travaillé dans son groupe, et il est important que tout le monde, tous ceux qui vont participer à la réunion, puissent entendre, comprendre et réagir sur ce qui a été travaillé dans les différents ateliers. Donc, une synthèse réalisée, et puis après, donc, on distribue les tâches en fonction comment dire, des thèmes. Et donc cette réunion 4, elle se déroule à peu près avec quelle... Parce que là, c'est ce qui est fait aujourd'hui sur une nouvelle liste. C'est ce que vous faisiez avant, c'est un peu la méthode que vous avez utilisée plus ou moins, Voilà. que tu as améliorée, c'est un peu un, vous avez amélioré, c'est un peu un truc type avec l'expérience que tu as eue, ce que vous avez eu, Voilà. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est un canevas de départ. Et donc la réunion 4, c'est à quelle période à peu près? On y est. D'accord, c'est octobre-novembre, c'est... Voilà. Et bon, vous avez raison de le dire. C'est un canevas, mais n'empêche que dans ces équipes qui se mettent en place, il y a des personnes nouvelles qui ont d'autres modes de fonctionnement, qui apportent leur point de vue et qui aussi permettent de faire avancer les choses. Voilà. Alors le travail sur le terrain, c'est le porte-à-porte. Donc le porte-à-porte a commencé. Et on fait un porte-à-porte par binôme, constitué d'un élu en place actuellement et d'une personne intéressée par le travail d'équipe et qui pourrait être un candidat. Voilà. Donc on recueille les ressentis de la population, les améliorations que certains pourraient proposer, les insuffisances également. Et à chacune des visites, nous remettons un flyer avec un coupon réponse et qui permet ensuite d'alimenter les remarques. Alors, c'est à ce moment précis que se construit le web. Il est en ligne déjà maintenant. Un blog qui est en construction. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas mis en ligne ces jours-ci. Et puis après, bien sûr, dans le but de faire une campagne le plus participative possible. Mais il ne faut pas que ce soit un mot, un exercice de style. Il faut que ce soit sincère et véritable. C'est pas évident. Nous le faisons pour la première fois, mais ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut toujours des personnes qui soient en veille par rapport à des échanges de mails, par rapport à des remarques sur le blog, par rapport à des communications téléphoniques. C'est un travail très exigeant. Voilà. Donc après, ce sera le mois de janvier, nous allons établir de façon définitive un diagnostic. Nous allons recenser tous les besoins et nous allons établir déjà un pré-programme, mais à condition d'avoir au préalable, je ne voudrais pas l'oublier, d'avoir réalisé au préalable des rencontres avec les entreprises, les commerçants. Ça, c'est une réunion 6e que je mène ici. Et aussi des réunions avec les associations, de façon à ce qu'elles puissent faire état des dysfonctionnements que nous ne voyons pas forcément toujours en tant qu'élus. C'est l'usager parfois qui prend connaissance de certains dysfonctionnements. Voilà. Donc, après cela,
il sera possible de faire une ébauche de programme. Alors, j'avais oublié aussi qu'il ne fallait pas omettre de prendre contact avec des élus de votre PCI, hein, les communes, d'agglo, métropole. Parce que, évidemment qu'il faut que votre programme soit en harmonie avec ce qui se présente dans les perspectives d'avenir. Une commune qui serait isolée au travers de son programme ne trouverait pas de relais au niveau de la collectivité intercommunale. Ce serait un peu dommage et contre-productif. Alors, juste, il y a des questions, là, parce qu'il y a déjà des questions, on le fait interactif, hein, c'est l'objectif, il y a déjà des questions. Est-ce que là, donc ça c'est un projet, enfin c'est quelque chose qui se passe en ce moment, ou pas cache, enfin, ça ce qui s'est passé avant et aussi ce qui se passe un peu en ce moment. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis par rapport à la communication en période préélectorale, par rapport à ça par exemple, de travailler sur ce qui a été fait, sur les diagnostics, sur le recensement, est-ce que pour vous, il n'y a pas de souci avec les règles en fait? Non, à condition que le message soit clairement délivré. Alors, il faut agir, si possible, par communiqué de presse, hein, parce que parfois, il y a une distorsion entre le moteur et le récepteur. Certaines choses sont mal interprétées, donc c'est pas toujours évident. Il faut communiquer de façon claire, précise, hein, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le message délivré. Pas toujours facile. Là, c'est vrai qu'on est assez loin encore des élections. On est encore à 5 mois des élections. Là, vous dites que là, alors, vous l'avez fait comme ça. Il y a combien d'habitants déjà à Pompéan? 4300 à Pompéan. Donc là, vous avez déjà sollicité la population. Et vous l'aviez fait dans les mandats précédents aussi. Et comment elle réagit la population? Comment elle a réagi dans les mandats précédents? De le faire dès novembre, octobre, de la solliciter. Est-ce que les gens sont réactifs ou... Oui. Les gens ont besoin de comprendre. Ils sont en attente d'informations. Je vais trop tôt pour agir, je pense. Alors, dans des proportions raisonnables. Il ne faut pas partir trop vite non plus, de crainte de fatiguer l'équipe, de sorte que les réunions seraient trop nombreuses ou trop espacées et qui provoquerait une érosion de l'effectif qui occasionnerait, comment dire, perte de motivation. Voilà. Donc ça, c'est pas toujours évident à organiser, mais faire des réunions qui soient bien préparées, avec des ordres du jour, qui ne soient pas trop improvisées, dans lesquelles chacun a sa place, à l'issue desquelles on saura, hein, qui fait quoi, quand, comment. Voilà, que les tâches soient bien réparties. Bien réparties surtout. D'accord. Voilà. Et donc, alors des réunions qui ne soient pas trop longues, hein, 20h30, 22h30, c'est suffisant. Parce que souvent, c'est contre-productif, évidemment. L'efficacité est parfois une fonction inverse du temps passé. Voilà, ça démobilise. Question technique, on dit qu'on ne vous entend pas toujours très bien. Ah, pardon. Il faudrait parler un peu plus fort. Oui. Ça, c'est la première question. Oui. Donc là, on voit qu'il y a une organisation. On est parti d'un petit groupe. Oui. Hein, que ce soit cette fois-ci ou les fois d'avant. Oui. Le petit groupe de départ, il est de combien à peu près? Si on peut avoir des ordres d'idées. 7-8. 7-8, donc un petit groupe restreint de 7-8 pour une commune de 4300 habitants. Et après, un groupe qui va s'étoffer au fur et à mesure de la constitution de la liste, qui était à peu près finalisé à quelle époque? Le mois de février. Hein. Au mois de février, la liste est complète. C'est-à-dire que vous démarrez. Fin février, elle était. Fin février, elle est complète. C'est-à-dire que vous démarrez à 7-8, oui. Vous la constituez, la liste elle continue à se constituer jusqu'à fin février. Et donc vous travaillez avec les gens qui arrivent sur les différentes étapes, c'est le diagnostic, travailler avec les entreprises, le porte-à-porte. Vous associez les gens au fur et à mesure qui rentrent dans la liste, quoi. Et là, en termes de nombre de personnes, donc là vous avez 7-8 petits comités restreints. La liste elle va être de combien en tout? 27. Et là le groupe qui travaille, c'est de combien à peu près? Qui va être de combien en janvier? Vous êtes au moment où ça va travailler le plus? Oui. Alors,
équipe sera composée à la fois de gens qui seraient motivés Ouais. pour journalistes et de sympathisants. Et alors, c'est à peu près un groupe de combien qui travaille je dirais 30, 35. D'accord, 30-35. Donc il y a 6-7 personnes en plus de la liste qui vont travailler avec vous, quoi. Oui. D'accord. Alors, sans compter les gens que l'on sollicite en parallèle, appartenant à des associations, appartenant à des groupes constitués, bon, voilà. D'accord. Alors l'idée est il ne faudrait pas faire croire non plus que c'est un noyau exclusif, parce que pour commencer, hein, on est obligé de travailler en équipe restreinte pour, comment dire, organiser la méthode. Hein. Et après, évidemment, c'est ce que j'appelle l'effet boule de neige. Lorsque les gens prennent conscience que ça prend forme, c'est beaucoup plus captif, entre guillemets. Hein. Donc, il faut, dans un premier temps, il faut que quand même certaines règles de fonctionnement soient établies, qu'on soit en ordre de marche pour aller à la rencontre des gens et être en capacité d'écoute. D'accord. Donc on n'en a pas parlé beaucoup là. Est-ce que dans un programme, donc on a parlé de diagnostic, on a parlé de... Parce que là on n'est pas encore à l'ébauche, retour sur la question ébauche d'un programme, mais si on démarre sur un programme, quand vous allez commencer à écrire un programme, est-ce que vous allez mettre, là on a parlé qu'il fallait faire attention aux investissements, est-ce que à chaque fois que vous avez présenté des listes, est-ce que vous êtes parti de plusieurs programmes, d'actions phares ou pas? Est-ce qu'à chaque fois vous avez une action phare ou plusieurs? Ou comment est-ce que ça s'est passé ou comment ça se passe là aujourd'hui? Est-ce que vous mettez en avant? Alors là, il y a une question en disant est-ce qu'il y en a 4 ou 5 projets phares ou il y en avait un? Comment est-ce qu'en termes de méthode, je ne sais pas, construction d'une salle ou est-ce que. Ça dépend de la dimension du programme, du projet. Il peut y avoir un projet emblématique qui va quand même occuper une grande place du travail. Et par exemple, dans les mandats précédents, est-ce que vous aviez comme ça un projet un peu emblématique? Oui, donc il y a eu la restructuration de boulevard. D'accord. Il y a eu aussi l'amélioration des équipements au niveau énergétique, au niveau des bâtiments scolaires. Et donc ça, c'était un de vos... La dernière fois, en 2014, par exemple, ça, c'était quelque chose qui était vraiment important. Donc c'était quelque chose que vous avez mis en avant, rénovation énergétique des bâtiments, quoi. Voilà. Et puis aussi, donc, la mairie ne répondait plus au fonctionnement d'une commune de 4300, 4400 habitants. Donc il a fallu aussi restructurer cette mairie. Donc ça fait partie aussi des projets phares. Alors, il y a aussi des contreparties actuellement qui concernent la réhabilitation et l'extension d'un ancien bâtiment de la mine de Montbéliard, qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc c'est un patrimoine qu'on doit restaurer pour qu'il soit utilisable et qu'il fasse aussi écho par rapport à l'histoire, qui était très importante à ce niveau à Pompée. Voilà. Alors là, c'est un programme par exemple qui est emblématique et qui répond à un besoin. On fait ici là, une pierre de coupe, on a besoin d'espace, on a besoin d'équipement et on a un bâtiment qui est à restaurer donc, et qui s'inscrit dans un travail patrimonial. Donc voilà, c'est un travail qui est engagé, là nous sommes au stade APS, donc forcément c'est un coût parti qui devrait être prolongé forcément et qui va. Donc ça va être ça un peu votre action phare. Voilà. Sur l'action phare de la prochaine équipe sûrement 2020-2026. D'autant plus qu'autour de ce bâtiment, il y a une salle qui va se faire. Hein. Donc automatiquement, il y a des remises en forme de cet espace-là hein, et aménagement. Donc voilà, on ne peut pas laisser comme ça un espace qui ne soit pas entretenu et qui ne soit pas remis en état. D'accord. Donc si on revient sur votre planning des actions, il y avait donc ébauche de programme, réunion 7, ça va être en décembre, quelque chose comme ça. Et finalisation de programme, préparation du document de campagne, c'est pareil, c'est février. Oui, voilà. C'est à peu près février, quoi. Oui. Et donc là, vous ne communiquez qu'à la fin, enfin, vous ne communiquez avec le grand public qu'à la fin, quoi. Vous faites des réunions publiques qu'à la fin. Voilà. Alors, une phase délicate, laborieuse, c'est l'écriture. Alors, parfois, on y est de façon assez répétitive, et parfois ça se joue sur les mots. Hein. Parfois on fait de la sémantique, c'est un peu rébarbatif, mais c'est ça le travail d'équipe.
parfois on joue sur les mots, on joue sur les valeurs, on joue sur les projets. Alors, il faut faire des arbitrages. Hein, et comme chacun sait, choisir, c'est renoncer. Hein. Voilà. Bah, je vous ai mis une à l'écran, je construis un programme, vous avez un outil pour ça, justement. Oui, alors, tu peux enfin, ici, sommairement décrit, mais nous avons pris tous les secteurs de compétences de la commune. Hein. Et puis, nous avons fait un diagnostic par rapport au fonctionnement de chacun de ces niveaux de compétences, en indiquant si c'était fonctionnel, si c'était améliorable, si c'était existant, améliorable, si c'était à faire totalement, hein, ou si c'était complètement non fonctionnel. Voilà. Alors, pour la première ligne, c'est vrai qu'en matière d'urbanisme, il y a un transfert de compétences assez important, mais il n'empêche que les communes, quand même, on va dire, hein, on peut faire monter des informations. Le PUI a été discuté au sein de la métropole pour ce qui nous concerne, donc ça a été un travail collégial quand même. Voilà. Donc, pour tout ce qui concerne le sanitaire et social, il y a des actions qui sont indispensables, d'autres qui sont facultatives. Alors, ça dépend du degré de motivation des équipes pour faire en sorte qu'il y ait plus d'équité, plus de solidarité dans la commune. Tout ce qui concerne le domaine culturel, alors comment est-ce qu'on répartit au niveau des subventions, comment est-ce qu'on établit la part qui sera payée par l'usager et la part qui sera payée par le contribuable. Hein. Ce sera l'un ou l'autre, parfois les deux. Hein. Donc, au niveau des sports et loisirs, quels sont les équipements qui existent, est-ce qu'ils sont améliorables, est-ce qu'ils répondent aux attentes de la population, est-ce que les plannings fonctionnent bien, est-ce que, voilà, un tas de choses qu'il s'agit d'étudier en équipe. Et puis d'autres compétences qu'il faut travailler, hein, par exemple l'entretien des espaces, la protection de la population, voilà, dans la vie de tous les jours. Et comment, c'était une question aussi qui a été posée, comment est-ce que quand vous avez fait votre diagnostic, vous avez un pré-programme, et quand vous avez des demandes, et quand il y a des actions qui sont demandées, mais qui sont hors compétence de la commune, par exemple, comment est-ce que vous le traitez dans votre programme? Là, voilà, c'est par exemple la question, c'était de dire, lors des réunions publiques, des projets peuvent émerger qui ne relèvent pas d'une maîtrise d'ouvrage municipale, et comment faire émerger des portages associatifs privés lors de cette discussion? Alors, lorsque ce n'est pas la compétence de la commune, il faut expliquer comment ça fonctionne au niveau de la métropole. Voilà. Et donc, alors, 2 mots sur la métropole pour ce qui me concerne. Durant le précédent mandat, c'était plus difficile d'intervenir, de participer. C'était souvent l'ensemble des communes qui siégeaient en même temps dans l'hémicycle. Maintenant, le travail se fait par secteur. Hein. Donc là, cette fois-ci, je ne suis plus conseiller communautaire, grâce à la parité. Je n'ai pas dit à cause, grâce à la parité. Donc, c'est un travail qui est un peu plus près du terrain, parce que les secteurs ont été déterminés, et donc le travail est beaucoup plus délocalisé. Non, mais il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Voilà, c'est-à-dire que vous, dans la constitution des équipes et constitution du programme, il y a de la pédagogie à faire par rapport au rôle de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo, c'est ça, au rôle des associations, au rôle de tous les partenaires qui est autour de la commune, et auquel on peut confier par exemple une mission en délégation de service public pour une association, ou parce que c'est une compétence qui avait été transférée à l'intercommunalité, donc c'est pas la commune. Donc ça, pour vous, c'est une histoire de pédagogie, de question de formation. Je peux me permettre quand même de parler de formation, parce qu'on est quand même là. Voilà, ça passe par là. Quoi. Le fait que le transfert de compétences, ça ne veut pas dire que la commune est dépossédée de sa capacité à choisir, à faire évoluer les choses. C'est un autre fonctionnement, et dans lequel la commune a toujours sa place au travers des délégués communautaires. Et bien insister sur le fait que grâce à ces transferts de compétences, on a affaire à une structure qui a plus de moyens humains, moyens techniques, moyens financiers. Voilà. Surtout pour les petites communes qui n'ont pas forcément une structure de maîtrise d'œuvre, etc. On n'a pas forcément au sein de ces services toutes les compétences qui sont
indispensable pour le fonctionnement. J'ai une question là. Je rappelle donc que Ahmed Regouet est adjoint au maire à Pompéan. Il ne se représente pas. Donc il a la parole un peu libre. Il voit ce qui se passe sur sa commune aujourd'hui. C'est ça. Hein. Nous, on fera partager les documents que ceux qui ne posent pas de problème pour la commune. On en discutera avec voilà, les diaporamas. On a regardé un peu ce qui est un peu. Donc, les parties que nous qu'on montre, elles seront diffusables parce qu'elles sont ni nommées, ni nominatives, ni voilà. Par contre, bah forcément que Armel va pas donner des choses qui vont mettre en péril ou en difficulté l'équipe actuelle, quoi. Mais alors, si je reviens sur les choix de programme, sur le tableau qui est à l'écran actuellement, concernant la construction du programme, alors ça a été dit en préambule, il ne faut pas promettre la lune. Hein. Il ne faut promettre que ce qui est envisageable, souhaitable, envisageable, est possible. Hein, possible techniquement, humainement et financièrement. Voilà, c'est très important, parce qu'il s'agit des deniers publics. On ne peut pas céder à des lubies ou des folies personnelles j'ai remis du coup, j'ai mis le PPI de Pompéan, oui. Du coup je l'ai remis, oui, voilà. Parce que ça c'est des données qu'il faut avoir en tête, c'est ça que je voulais dire. Quand oui. On fait un programme, oui. Le PPI, il faut l'avoir en tête pour... Alors, un PPI qui sera adaptable selon les équipes qui changent, parce que j'ai insisté sur le fait que nous sommes en CDD, nous ne faisons que passer en tant qu'élus. Ce qui est important, c'est la vie communale et les programmes qui ont été mis en place, les actions qui ont été mises en place, les investissements, les infrastructures. Donc, il est bon qu'il y ait une continuité. Donc, ce qui fait que nous, au niveau du PPI, nous avons ancré ce PPI sur plusieurs années, mais qui ne s'aligne pas à l'aune des mandats. Par exemple, ici, on avait fait un PPI qui s'inscrivait entre 2017 et 2022. Voilà, de façon à ce que on affiche une continuité, une cohérence. Alors, c'est pas écrit dans le marbre, sauf des projets thématiques qui ont déjà été engagés et qui ont fait l'objet de financements importants, mais bon, c'est bien d'avoir un cap. Hein. S'il n'y a pas de cap, comme disait l'homme de lettres, hein, il n'y a pas de vent porteur. Voilà. Je crois que c'est Sénèque qui dit ça. Voilà. Donc, important d'écrire, de chiffrer. Parce que des programmes qui ne sont pas chiffrés, c'est un chèque en bois. Hein. C'est quelque chose qu'on ne sera pas forcément en mesure de réaliser. Et pourtant, les gens ont voté. Un programme s'engage. C'est un engagement des élus ou des futurs élus par rapport à ce qu'ils font, par rapport à la demande citoyenne. D'accord. La question parce que là, c'est vrai que c'est un programme assez classique comment vous allez solliciter les habitants et vous avez un fonctionnement. Il y a une des questions une personne qui a écrit qui demande si on ne va pas sursolliciter aussi les habitants en leur demandant qu'il y a plusieurs listes qui leur demandent leur avis, etc. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à cette... Ouais, nous avons le sentiment qu'on ne sollicite jamais assez. Hein. Bon, alors, à la limite, si on fatigue les gens, on s'en rend très vite compte. Hein, si vous faites du porte-à-porte et que l'accueil n'est pas forcément sympathique, c'est possible, hein, forcément, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais quand nous avons la possibilité de nous expliquer, il ne faut pas s'en priver. On va expliquer les choses, alors surtout expliquer les choses dans un sens comme dans un autre, dire ça c'est possible, dire ça ce n'est pas possible, mais expliquer pourquoi. Voilà, toujours pareil. Parce qu'on ne peut pas dire oui à tout dans tout. Il faut parfois avoir le courage de dire non et d'expliquer pourquoi. D'accord. Une question là, c'est le projet PPI doit être présenté aux habitants. Oui. Justement, nous l'avons fait, nous. Pardon ? Mais je ne pouvais pas avec Jean-Yves. Comment veux-tu que je dise ça ? Nous avons travaillé, bien sûr, au niveau
les élus, nous avons fait Ah, si. un cabinet spécialisé qui a pour mérite de connaître les évolutions des choses en matière de dotation budgétaire, notamment dans l'État, et qui a quand même une expertise beaucoup plus pointue que ce dont nous disposons dans les communes. Voilà. Et ça, et encore nous donnons nos souhaits, nos axes d'orientation budgétaire. Et ensuite, donc, alors, on travaille sur forcément le budget de fonctionnement, comment agir sur les dépenses, comment agir sur les recettes, et puis quelle marge la dégage en matière d'autofinancement. Et il faut se dire qu'un programme, lorsqu'il va être littéralement écrit, ben, il doit s'appuyer sur les capacités à faire. Et notamment, c'est la capacité d'autofinancement qui vous permet d'engager des programmes nouveaux. Voilà. Et ça, c'est indispensable. S'il n'y a pas d'autofinancement, il n'y aura pas de financement extérieur et ceux-ci ne suffiront pas, évidemment. C'est dans ce sens-là que le PPI est fait. Nous le faisons par ligne de programme et nous indiquons ce dont nous avons besoin en dépenses et ce dont nous disposons en ressources. Donc, en ressources internes ou ressources externes. Alors, lorsque ça ne suffit pas, ben, on est obligé de jouer sur la participation de l'usager, du contribuable, évidemment. Voilà. Mais vous savez bien que les budgets des communes doivent être équilibrés et être supportables par les administrés. Donc vous, c'est dire il faut c'est pédagogie, encore pédagogie et encore pédagogie. Sans arrêt, surtout au niveau des chiffres. Parfois, ça peut paraître abscon. On regarde les administrés, mais on ne peut pas faire sans, évidemment. C'est un peu le nerf de la guerre. D'accord. Donc il faut vraiment que vous fermiez votre micro les uns et les autres pour pas qu'il y ait d'interférence, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on soit des interférences par rapport à l'intervenant. Je rappelle ça parce que j'en vois certains qui rallument leur micro. Donc, alors sur les questions, parce qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc, vous avez un écran GoToMeeting, et donc il ne faut pas hésiter par le chat à poser des questions. Donc là, il y a c'est une remarque par rapport à la question rencontrer les gens pour leur demander ce qu'ils souhaitent et leur expliquer ce qui est possible ou non d'intérêt général. C'est compliqué, mais ce d'intérêt général n'est pas une donnée si facilement partagée que cela. Bon, c'est une remarque, hein, qui pertinente. Hein. Il est vrai que lorsque nous faisons des réunions de quartier lors de l'exercice électoral, et même durant le mandat, il faut essayer d'élargir, de globaliser, parce que parfois les habitants ont tendance à réagir par rapport à la proximité. Hein. Leur trottoir, la clôture, la voirie qui est en face de la maison. Donc il faut essayer d'élargir les choses et faire comprendre que ces réunions-là ont un intérêt collectif, général, et n'ont pas pour vocation de répondre à des questions un peu trop personnelles. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De toute façon, on remettra. Nous, on reprendra les diapos qu'on a utilisés là, on les remettra sur un seul diaporama, qu'on vous redonnera de toute façon avec les premières diapos. Moi, j'avais une question par rapport à votre organisation d'équipe. Vous l'avez bien précisé tout à l'heure, l'histoire de donner des rôles à chacun et prendre aussi les ressources, enfin prendre des gens avec des ressources et que chacun a un rôle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec les outils de communication, d'autres qui sont très à l'aise avec l'écrit, d'autres qui vont être très à l'aise en communication publique, etc. C'est aussi avoir une équipe qui va aider à construire ce programme-là avec des ressources qu'il faut utiliser. Et c'est aussi ça. C'est pour ça que le programme et l'équipe, ils sont liés. Il faut du plaisir dans l'exercice d'un mandat. Et il faut trouver dans l'équipe les points d'intérêt de chacune des personnes de façon à les impliquer. Parce que souvent, au cours d'un mandat, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui décrochent
parce que, bon, elles sont dans une situation qu'elles n'avaient pas imaginée, le fonctionnement ne répond pas à leurs aspirations, ou la vie familiale ou professionnelle fait que ce n'est plus possible de continuer. Et certains abandonnent parce que certaines personnes ne trouvent plus leur place. C'est un peu dommage. Voilà. Il ne faut pas que le travail se cantonne à une équipe restreinte. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de partager l'information, surtout lorsqu'il y a l'information municipale, l'information intercommunautaire, et il n'est pas toujours possible de travailler à 27. Ça, c'est évident. Voilà. Et c'est pas faire offense à des délégués ou à des élus qui ne sont des délégués ni adjoints que de ne pas les solliciter en permanence parce que c'est pratiquement impossible. D'ailleurs, je pense que ce ne serait pas vivable pour certains qui ont choisi de rejoindre une équipe, mais à temps réduit, par exemple. Voilà. Donc il faut bien respecter le rythme de chacun et faire en sorte que chacun vive ça de la façon la plus sereine possible. Beaucoup de gens travaillent dans des situations parfois difficiles, contraignantes, stressantes. Si ces personnes-là ont rejoint une équipe municipale pour retrouver le même climat, on a tout perdu, parce que les gens vont se démotiver, ne travailleront plus par plaisir. Et dans ce cas-là, il y a une perte en ligne importante, évidemment. D'accord. Il y avait une question précise sur la question des cafés citoyens. Où est-ce que vous avez organisé ces cafés citoyens? Oui, lors des campagnes précédentes. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de cafés pompéens, on fait en sorte de. Mais c'est vraiment dans un lieu public. C'est dans un lieu public café. Voilà. D'accord. C'était vraiment organisé dans un bar, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Vous aviez combien de personnes à peu près ou Une vingtaine de personnes à chaque fois? Ouais. Et il y avait des thématiques ou c'était alors la première, certaines personnes de l'équipe présenteraient les enjeux et puis les valeurs que nous voulions partager au niveau du fonctionnement, au niveau de la vie communale. D'accord, donc c'était entre le porte-à-porte et la réunion publique. Voilà. Il y a le café citoyen qui permet d'échanger sur du fond voilà. De façon assez facilitée parce que vous êtes pas nombreux, on n'est pas nombreux, on est proches. Voilà. Et dans un lieu, dans un lieu un peu convivial. Voilà, où chacun, c'est l'habitude ou pas, peu importe. Mais l'avantage, c'est que on s'inscrit dans la vie de la commune. Le café continue son activité. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui viennent consommer, qui viennent participer ou pas, peu importe. Mais il y a un partage de l'information qui est fait et un échange qui est fait. D'accord. Il y a une autre question sur, effectivement, vous étiez en place. C'est plus facile d'accéder aux documents, notamment financiers. Le PPI, par exemple, est-ce que c'est un document communicable? Oui, surtout. Oui, il est communicable à tout le monde. Quand il est approuvé. Il faut qu'il soit partagé. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui se présente aujourd'hui, qui est dans l'opposition ou qui n'est pas élu, peut aller au secrétariat de la mairie en demandant les éléments de budget et le PPI sera dedans. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, un ministre était inquiet sur le coût de l'investissement. Et ce sur quoi il faut insister, c'est le reste à charge pour la commune, en investissement et en fonctionnement. Voilà. Il faut relativiser les choses. Voilà. Et puis montrer que les communes se gèrent comme un budget familial, évidemment. Il faut opérer de la même façon. Donc, il y avait une question sur la question des bilans et pour une équipe, forcément qu'une équipe qui est la question dans le programme à construire, devons-nous rentrer des données du bilan de façon systématique? Mais là, vous étiez une équipe, vous, à chaque fois, vous étiez une équipe. J'ai connu l'époque où vous étiez dans l'opposition. J'étais dans l'opposition. Et vous ne faisiez pas forcément un bilan. Au départ, on n'était nulle part. Bah oui. Nous étions partis tous de différentes associations. Nous étions quand même, à partir du lieu de départ, nous étions impliqués dans beaucoup d'associations. C'est comme ça que l'équipe s'est constituée au départ. Et donc là, il faut aller à la pêche aux informations. Par exemple, puisque je suis en charge des finances, c'est un secteur que je connais un peu mieux, donc nous sommes allés consulter les budgets cognitifs, les comptes administratifs, qui sont communicables. Ils sont communicables, c'est ça. À la portée de tous. Il y a aussi
des éléments comparatifs qui sont délivrés par le ministère des Finances, hein, des documents en ligne. Tout le monde peut. Mais ce que la question, c'est dire, il faut absolument faire un diagnostic avant de démarrer, c'est ça aussi. Un diagnostic d'un code, même si on est en opposition, même si on n'a jamais été élu, il faut partir de l'existant. Indispensable. Alors, ce qui existe en point fort, point faible au niveau interne, et les opportunités et menaces en externe. Voilà. Tout ce qui est endogène, bon, c'est maîtrisable, plus ou moins. Hein. Mais tout ce qui est externe, eh bien, on doit bien l'intégrer et faire avec. Voilà. Donc, alors, on a utilisé le mot pédagogie, et donc c'est pas la question, c'est faire la pédagogie. Comment est-ce qu'on fait de la pédagogie avec comment on présente les finances notamment? Comment est-ce qu'on fait ça auprès à la fois de ses colistiers et puis de la population, quoi. Comment est-ce que cette question-là, on peut l'aborder en disant, bah, par rapport, il y a le programme et puis il y a la question des finances. Alors, partir de choses simples, surtout sur un sujet qui est parfois compliqué à faire passer. Et donc, il faut, je pense, adopter un langage qui soit compréhensible par tout le monde. Alors, on va parler de débit crédit, on va parler de recettes, de dépenses, on va parler d'autofinancement d'argent que la commune peut elle-même avancer pour faire un projet. Et bien montrer que l'exercice budgétaire, c'est quelque chose que l'on pratique chacun chez soi. Voilà. La différence, c'est qu'au niveau d'une commune, on fait usage de deniers publics. Donc on doit être encore plus intransigeant, je pense, que par rapport à ces deniers personnels, dont on fait un usage personnel. D'accord. Donc c'est comparé au budget familial, quoi. Voilà. Ça, faut toujours le comparer au budget familial pour le rendre un peu pas sexy, mais communicable. Voilà. Voilà. Puis ne pas hésiter à établir des comparaisons aussi avec d'autres communes. Travailler sur des chiffres simples, hein, globaliser, ne pas faire du ligne à ligne. Voilà. Voir les grandes masses. Alors, interpeller les gens sur l'endettement. C'est quoi l'endettement? Être endetté, c'est pas un critère unique, c'est la capacité à se désendetter, par exemple. Si on est endetté, de façon importante, par exemple, la commune a la capacité à se désendetter sur combien d'années? Si c'est 2 ans, 3 ans, pas de problème. D'accord. Des choses simples. Choses simples, d'accord. On retient une chose simple sur les finances. Une question très pratique, vous réunissez où? Vous vous réunissiez où avant pour faire vos réunions thématiques? Alors on a parlé de café citoyen dans les cafés, mais autrement? Alors, lorsqu'on a débuté, on avait un petit repère, hein, une longère que mettait à disposition des amis, etc. D'accord. Et quand on a refait le monde, là. D'accord. Et après, lorsqu'on était en place, bon, c'était des locaux associatifs ou de la mairie. Alors là, attention, lorsqu'on met à disposition des locaux pour une liste, s'il y a 2 listes, on liste, tout le monde est logé à la même enseigne, évidemment. Ouais, ça, je le ferai passer aussi. Il y a une réponse ministérielle là-dessus. Donc ça, c'est assez précis là-dessus sur la réservation des salles pour les listes. Il y a une réponse ministérielle de 2014 là, qui est assez précise là-dessus, sur le fait exact, effectivement, comme dit Armel, c'est-à-dire que c'est le principe de l'égalité qui compte, quoi. Voilà. Si on le fait pour une liste, il faut le faire pour l'autre. Voilà. Quand il y a 2 listes. Il est 13h27, il y a encore une question. Avant les consultations de terrain, l'avant-projet est-il conseillé avant le projet réalisé par une équipe réduite? Surtout pas. Faut pas faire du simulacre. Il faut faire la consultation pour vraiment enrichir le programme, voir ce qui est souhaitable, on l'a dit, réalisable ensuite. Mais il ne faut pas écrire le programme avant l'heure. Sinon, c'est pas la peine de consulter, c'est pas la peine d'aller à la rencontre des habitants. Ce que je veux dire, c'est que l'équipe réduite de 7-8 personnes, il ne faut pas qu'elle ait commencé déjà à rédiger. Il faut attendre les consultations des commerçants, les consultations de la population, des associations, etc. L'équipe réduite, au départ, va fonctionner sur la méthode. Et voilà. Sinon, si vous sollicitez les gens après, qui participent à une réunion où pratiquement les choses sont dites, écrites, c'est pas très motivant et ça augure de mauvais moments dans le mandat à venir. Donc à éviter. D'accord. Je suis avec mon enfant, là, j'ai une question de. Donc les documents, oui, je vais vous communiquer le lien vers l'enquête OpinionWell, hein,
Ils en font une tous les 2 mois là, en ce moment, donc ça je vais vous l'envoyer, les choses intéressantes. Alors après, une question plus précise, faire un bilan risque d'être compliqué quand l'équipe en place part sur 2 listes différentes. Ça c'est une remarque. Alors, il y a une remarque, travaillez-vous avec d'autres listes sur d'autres communes pour élaborer un projet intercommunal? Alors ça, on essaiera de faire c'est bien que vous me proposiez cette question-là parce que on va essayer de faire un webinaire particulier sur comment intégrer les questions intercommunales dans un programme. Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, parce qu'on le sait très bien, quand on se lance dans un programme communal, on ne pense jamais à l'interco. Et comment est-ce qu'on fait pour que cette question-là soit intégrée? Donc, aller voir d'autres communes, effectivement. Donc ça, on essaiera de le traiter sur un autre webinaire. Donc, c'est bien de me poser la question parce que ça fait ça fait ma transition. Alors, bien se mettre en phase par rapport aux opérations, aux actions, aux investissements engagés, ou qui vont s'engager de façon certaine, sur lesquels on ne pourra pas revenir. Parce que sinon, on peut être complètement en déphasage si on promet des choses, alors qu'il y a déjà une réflexion ou des engagements qui ont été pris par l'Interco pour faire la même chose. Ce serait complètement anachronique et contre-productif. Je reviens sur la question précédente sur une équipe, l'équipe qui se scinde en 2 pour faire 2 listes. Bon, c'est la vie électorale, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce que il y a des équipes qui sont séparées, chacun sans doute a des enjeux, a des objectifs différents. Voilà. C'est pas, comment dire, une difficulté en soi. D'accord. Bah, écoutez, je n'ai plus de questions. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié des questions. Alors, une dernière chose, peut-être. Nous avons parlé de différents sujets. Nous avons indiqué certaines façons d'opérer. Alors, dans la pratique des choses, parfois il y a certains écarts. On s'aperçoit qu'on aimerait bien fonctionner de telle façon, mais c'est pas toujours évident de mettre en pratique ce que l'on a pensé, envisagé, prévu. Parce qu'on travaille avec des humains qui parfois changent d'opinion ou qui aspirent à d'autres choses, voilà, qui ont du mal peut-être à poursuivre le travail d'équipe, voilà. C'est pas toujours évident. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un programme, il peut y avoir un programme, une méthode en début, mais ça peut être revisité au cours du mandat aussi. Oui, alors, rien n'empêche de revisiter, de faire un bilan, d'évaluation et de. La condition n'est pas compris par rapport aux électeurs qui ont voté pour votre liste, parce que vous êtes majoritaire. Vous avez promis des choses, vous ne les faites pas. Il faut l'expliquer. Oui, mais bon, il faut l'expliquer, mais il y a un engagement quand même qui doit être sincère et véritable. D'accord. Sinon c'est de la poudre aux yeux, et puis on peut dire n'importe quoi dans un programme. D'accord. Eh ben, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier Armel Tréguet, qui nous a éclairé sur son expérience d'élu qui a monté plusieurs qui a participé à plusieurs campagnes municipales. Voilà, donc je vous remercie. Donc je vais on vous renverra un mail avec l'enregistrement du webinaire. Et puis je vous donne rendez-vous pour un autre webinaire, sûrement sur la place de l'intercommunalité dans les programmes. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé. Je remercie encore Armel. Et merci. Et puis à une prochaine fois. Voilà. Au revoir. À toutes et à tous dans vos projets.